La ministre de l'Éducation l'a répété, elle fait confiance aux tribunaux pour appliquer la loi 78. Deux professeurs de droit et un ancien bâtonnier débattent dans un instant de l'impact de cette loi sur le travail de la justice. À tout de suite pour ces différents points de vue sur la loi. Vers le général. Alors, quelle est la portée de cette loi, ses impacts? Trois invités. Gilles Ouimet, avocat criminaliste, ancien bâtonnier du Québec. Bonsoir, Maître Ouimet. Stéphane Beaulac, professeur de droit à l'Université de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Et Christian Brunel, professeur de droit à l'Université Laval et spécialiste en droit du travail et en droit des libertés des personnes. Bonsoir, M. Brunel. Bonsoir, alors, à tous les trois, puisque depuis le début de cette émission, on parle des aspects, des principes reliés à cette loi, mais il y a une question qui a surgi cet après-midi à l'Assemblée nationale. Je vais vous la soumettre bien humblement, puis Florent Dodans va ajouter son petit grain de sel là-dessus. Alors, on écoute l'échange entre Jean-Martin Hossan et la ministre de l'Éducation. Si une manifestation est appelée à travers Twitter et que 3000 personnes se retrouvent dans un parc donné, est-ce que la police va essayer de retrouver qui a envoyé le premier tweet pour l'identifier comme étant l'organisateur et revenir contre lui? Ça appartient aux policiers de déterminer comment ils vont établir, à partir de Twitter, qui est organisateur ou pas. Il y a des techniques policières aujourd'hui. S'il y a de la violence, par exemple, un service policier pourrait décider de faire les recherches pour qui est l'initiateur. Alors là-dessus, c'est l'article 29 de la loi. On a un petit tableau qui pourrait vous le montrer très rapidement. Quiconque, par un acte, une omission, aide ou par un conseil, un consentement, une autorisation, un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi. Je vous épargne le reste. Vous pourrez aller sur les sites Internet, trouver le texte. Mais l'idée d'inciter quelqu'un à participer à une manifestation, par exemple, pour laquelle il n'y aurait pas eu la veille de 8 heures, etc., etc. Un petit tour de table. Puis Florent Dodans, voulez-vous ajouter quelque chose à cette question-là? Je pense que Florent n'est pas disponible. Oui, il est là, Florent. Voulez-vous ajouter... Oui, c'est une question qui est soulevée, hein, je pense, sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est une question qui est vraiment très soulevée. D'ailleurs, on a fait un article sur le sujet que vous voyez derrière moi qui suscite beaucoup de commentaires aussi. Et en fait, les gens se demandaient, oui, pour les instigateurs des manifestations, est-ce qu'ils peuvent être poursuivis? Mais aussi les gens qui relaient ce message, soit sur Twitter, soit sur Facebook, peuvent-ils eux aussi être poursuivis? Surtout qu'il y a eu des amendements à l'article 29. Donc, est-ce que ces amendements permettent au final de ne pas être poursuivis? C'est la question. Alors, un coup d'œil rapide, M. Beaulac? Peut-être le premier commentaire que je ferai, c'est qu'on ne peut pas prévoir par législation tous des cas d'espèces. Alors, ici, dans la réponse de la ministre, je pense que c'était sage de dire que dans un cas bien précis, on peut se fier sur l'administration de ce nouveau cadre législatif, que ça soit fait de façon raisonnable. D'accord. Pour vous, Maître Ouimet? En fait, si vous aviez un client là, qui vient vous voir, il y a énormément de questions qui se posent compte tenu du libellé de la disposition. Et la question quant au tweet se porte tant à l'article 29, la question de l'aide, ou amener quelqu'un à contrevenir à une disposition de la loi, ou à l'article 16 même, c'est-à-dire quiconque organise. Alors là, la question, c'est qu'est-ce que organiser une manifestation? Là, ça va se poser. Donc, comme il y a tweeter, des débats. est-ce que c'est organiser une manifestation? C'est-à-dire que du point de vue de la poursuite, du poursuivant, on pourrait dire qu'effectivement, c'est la personne qui a lancé l'idée d'une manifestation en lançant un tweet et l'organisateur, au sens de l'article 16. Mais ça va falloir le débattre. Le tester devant les tribunaux. Ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait une personne arrêtée et accusée avec un avocat de la défense. C'est ça. En fait, ce genre d'infraction-là procède normalement par constat d'infraction. C'est la règle au Québec pour les infractions. C'est ça. En cas de la route. Bon. Alors, on peut payer la contravention ou la contester. Ou la contester. Alors, mais donc, il n'y a pas d'intention criminelle à déployer là-dessus. Sauf si on passe par le biais de l'aide. L'article 29 fait intervenir, en fait, c'est la règle habituellement pour ce genre de disposition-là, une notion d'intention. Et M. Brunel, à Québec, avez-vous une opinion sur cette question-là? Bien, écoutez, le relais par des tweets fait partie de la liberté d'expression. En d'autres termes, l'utilisation de ces moyens technologiques-là reste protégée par les chartes des droits, de sorte qu'une personne qui serait susceptible d'être poursuivie pour avoir organisé, par exemple,
pourrait sans doute, en défense, prétendre que c'est un exercice légitime de sa liberté d'expression. Très bien. Elle n'est pas, jusqu'à nouvel ordre, complètement enrayée par le projet de loi, à mon sens. Alors, ce qui est en débat aujourd'hui, on avait là un exemple très concret. On sait l'importance des réseaux sociaux dans ce conflit. Les principes en cause, le gouvernement réaffirme que le droit de manifester, que la liberté d'expression est intacte, mais qu'il fallait rétablir la paix sociale et protéger le droit à l'éducation. Un petit tour de table. Est-ce que cette loi est raisonnable, elle est juste ou démesurée? Maître Ouimet? En fait, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas prendre une loi qui a autant de dispositions, c'est-à-dire qui vise différents objets et répondre par un oui ou non. La dimension qui visait à éviter l'entrave, à permettre aux étudiants d'avoir accès aux établissements d'éducation, d'enseignement, permettre l'accommodement, les modifications au calendrier scolaire ou d'enseignement. Je pense que ce volet-là est plutôt bien accepté ou de façon générale correspond aux objectifs et aux souhaits d'une bonne portion de la population. C'est pas vraiment là que se situe le problème. Mais il y avait déjà des injonctions qui étaient respectées à plusieurs endroits. Ou qui ne l'étaient pas. Ça, c'était une des dimensions de la crise. Donc, ces dispositions-là, de façon générale, ça allait assez bien. Je crois qu'il y a un aspect qui me troublait, moi, en particulier, mais on y reviendra. Le principal problème, et c'est la question du tweet, pas du tweet qui l'a posé, mais... C'est pas l'individu, c'est le moyen. C'est le mode de communication. C'est les articles 16 et 17 sur l'encadrement des manifestations. Ouais. Et ça, en tout cas, peut-être que je l'ai manqué, mais moi, je n'avais pas entendu dans les intentions du gouvernement ce sujet-là comme étant un sujet relié à la crise et envisagé dans les solutions nécessaires pour régler la crise des étudiants. Ça, c'est problématique. Mais pour vous, j'allais à Québec, M. Brunel, est-ce que pour vous, elle est juste ou démesurée, la loi? Parce que d'un côté, on dit que même le bâtonnier, avant l'adoption de la loi, après, il ne veut plus s'exprimer sur la loi, mais avant, il avait des craintes. Il disait carrément le droit de... Il n'y a plus personne qui va aller manifester dans les mêmes conditions là, au Québec avec cette loi-là. Oui, à mes yeux, c'est ce que je pourrais appeler une arme de destruction massive des libertés civiles, là, si j'avais à m'exprimer. Il me semble qu'effectivement, on déborde largement le cadre du conflit étudiant comme tel. D'ailleurs, les dispositions qui encadrent les manifestations sont assujetties à la responsabilité du ministre de la Sécurité publique, alors que cette loi relève par ailleurs de la ministre de l'Éducation. Et donc, très clairement, il y a un volet important là, qui déborde largement le cadre précis de cette loi-là. Et je pense qu'on peut parler, les anglophones parlent d'un chilling effect ou d'un effet paralysant qui est susceptible d'être généré par cette loi-là. Parce que beaucoup de personnes raisonnables qui ne sont pas des casseurs peuvent se demander aujourd'hui dans quelle mesure j'ai la possibilité d'appuyer un mouvement sans m'exposer à des peines importantes. C'est des peines considérables qu'on retrouve dans le projet de loi. Oui. Pour vous, M. Beaulain? Écoutez, Mme Dussault, je pense que pour faire une analyse rigoureuse de ce projet maintenant devenu loi, il faut recommencer ou revenir au tout commencement avec son titre. La loi est identifiée et on y voit son objet comme visant à permettre aux étudiants et étudiantes de recevoir l'enseignement dispensé dans les établissements de niveau postsecondaire qu'ils fréquentent, donc cégep et université. Et à cet égard, je crois que pour bien la comprendre, on peut la scinder en quatre. Il y a, et mon collègue le soulignait, les premières dispositions qui portent sur l'administration, les modalités de reprise à la fin de l'été au cégep et à l'université pour compléter le trimestre. Et ensuite, les dispositions 10 à 14 qui invitent les professeurs et autres intervenants à l'université de vaquer à leur tâche d'enseignement. Et il y a aussi les articles 13 et 14 qui limitent et n'interdit pas, là, mais limite l'exercice du droit à la manifestation sur les campus. Viennent ensuite ces dispositions 16 et 17 qui sont liées à l'exercice du droit de manifestation hors campus. Oui. Et à cet égard, là, je m'arrête là, c'est peut-être là où c'est le plus surprenant.
parce que quand Parce que ça va trop loin ou parce pas? que ça irait trop loin quand on identifie clairement l'objectif visé, c'est-à-dire de favoriser un retour en classe. Il n'est pas nécessaire d'ainsi baliser l'exercice en général du droit de manifestation. Autrement dit, l'exemple que j'utilisais aujourd'hui, je pense que ça n'a aucune incidence de limiter les manifestations sur le boulevard René-Lévesque pour aider les étudiants à recevoir leurs cours au Collège Marie-Victorin. Non, mais Il n'y a aucun lien. Mais pour la paix sociale, la perturbation économique, c'est les arguments du gouvernement. Exactement, sauf que dans un sens, c'est, on pourrait dire, quasiment hors sujet, parce que l'objectif visé et le titre, et dans les notes explicatives, par ailleurs, on est clair, ce projet de loi, nous dit-on, vise à permettre aux étudiants de recevoir l'enseignement dispensé par les cégeps et universités. Alors... Ça, c'est l'intention du législateur qu'on regarde là. Oui, bien voilà. Fait que là, quand on étend à toute manifestation, c'est comme si on sort de l'objectif général de ce cadre législatif. Le lendemain d'une défaite des Canadiens, quand il y a des casseurs, c'est touché par ça. Ça pourrait aller dans son application, théoriquement. On l'a vécu. En fait, une des questions d'interprétation qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est une manifestation? Ouais. Est-ce que 50 personnes qui décident de marcher en silence, c'est une manifestation? Qu'est-ce que ça prend pour avoir une manifestation? Ça, il n'y a pas de définition. Bien là, il y a un recours en nullité qui est annoncé. Mais avant d'embarquer sur ce terrain-là, on m'informe que Florent, vous avez une question intéressante qui est justement dans le fil conducteur de ce qu'on... Allez-y, qu'est-ce que ça... En fait, votre invité vient de soulever la question, qu'est-ce qu'une manifestation? Et beaucoup de gens trouvent déjà des façons de contourner la loi. Ouais. En fait, on voit beaucoup d'appels en ce moment à organiser une centaine de manifestations de 49 personnes avec autant d'itinéraires différents. Ou encore, vous le voyez derrière moi, des lettres qui se multiplient pour aviser les policiers, par exemple, qu'il y a une distribution de fleurs et que si les policiers veulent repartir avec un bac de 24 fleurs, ils doivent être résidents de tel district ou encore de les informer de combien ils seront pour avoir des grignotines et autres. Donc on sent vraiment beaucoup de détournements humoristiques de ça, mais en même temps qui peut avoir un effet concret. Dans le fond, les gens pourraient organiser ce genre de rassemblement. Alors, commentaire? Mais ça, d'un point de vue de juriste, là, et comme ancien bâtonnier, je suis préoccupé de cette idée que les gens considèrent ne pas respecter la loi. On vit dans une société de droit et il est important de respecter la loi. Ça, si on ne fait pas ça, là, on ouvre la porte à l'anarchie. Et c'est une chose de dire qu'il y a des débats qu'on peut avoir devant les tribunaux pour débattre de l'étendue de la protection de nos droits. Ça, c'est légitime. Ouais. De le faire de façon organisée, orchestrée, de ne pas respecter la loi, c'est plus troublant. J'aimerais entendre Maître Brunel à Québec là-dessus. Oui, bien évidemment, le respect de la loi est une chose primordiale dans un régime de primauté du droit, mais il faut encore que les citoyens sachent qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit par la loi. Dans l'état actuel des choses, lorsqu'on lit le projet de loi, il y a beaucoup de zones grises, il y a beaucoup de... Qu'est-ce que c'est encourager? Qu'est-ce que c'est une omission? Et donc, pour une personne raisonnable, un citoyen raisonnable, bien informé, il n'est pas absolument évident à la lecture de la loi qu'on sait exactement ce qui est interdit et ce qui est permis. Mais l'effet de vouloir, dans le fond, Mme Marois disait aujourd'hui, on veut faire taire les Québécois. C'est la loi de la deux-mesures. Au contraire, la ministre disait non, on veut ramener la paix sociale. Est-ce que alors, il y a deux perceptions, là, Maître Brunel. Oui, bien, en fait, l'argument de la paix sociale, il est important. Les chartes des droits prévoient le respect de la paix sociale, évidemment. Mais il faut éviter de tuer une mouche avec une masse aussi. Autrement dit, il faut voir comment la loi peut être proportionnelle à l'objectif qui est poursuivi. Et moi, il me semble que lorsqu'on interdit toute manifestation dans une zone de 50 mètres de la limite du terrain, on ne parle pas de l'immeuble, de l'établissement scolaire, on parle de la limite de son terrain, faire une manifestation dans les rues de Montréal, ça va être assez difficile, là, compte tenu du nombre de collèges et d'universités qui se trouvent là. Si vous avez des boules de cristal, messieurs, comment les tribunaux vont accueillir les différentes interprétations là, avec ce qu'on sait de l'application des chartes des droits? J'aimerais savoir autour de toi. Oui, mais justement, par rapport à la perception éventuelle de tribunaux qui vont être saisis du dossier, puis ça, c'est certain. Hein? Ouais. J'aimerais revenir sur le point souligné par mon collègue de l'Université Laval. Je comprends mal qu'il met l'accent sur le fait qu'il y a des points très précis dans la loi, par exemple, le nombre d'heures avant lesquelles on doit annoncer notre
intention d'organiser une manifestation, le 50 mètres de l'établissement d'enseignement, etc., d'une part, et on reproche par ailleurs, en même temps et dans la même phrase, que les dispositions seraient trop vagues. Et à ça, j'aimerais bien souligner que nos lois sont pleines de dispositions dites à texture ouverte, donc qui laissent une place à l'interprétation et à l'application d'un individu, que ce soit la force policière ou un juge qui est appelé à se prononcer sur la question de savoir s'il y a une infraction ou non. Le temps file, dernier tour de table. Est-ce que, selon vous, il y a, oui ou non, une atteinte aux droits et libertés fondamentales? Et j'ai une information à partager avec vous, c'est une parenthèse. À Londres, il faut 6 jours d'avis pour être permis. New York, 5 jours. Paris, 20 jours. Et Genève, 30 jours. Alors, ayant ça à l'esprit, je veux savoir de vous trois assez rapidement s'il y a finalement une atteinte à des droits ou libertés. Clairement, il y a lieu d'avoir un débat. Ce qui me dérange profondément, c'est qu'on adopte une loi qui a cette portée-là dans un délai de 24 heures, dans un contexte tout autre. Et ça, je trouve ça Mme Yvon dommage. nous disait tout à l'heure que pour des radars photo, on fait des consultations publiques très longues. On a une commission des droits de la personne au Québec. Je pense que ce genre de débat-là aurait dû au moins passer par le filtre d'un examen sérieux. Oui, mais si on veut la paix sociale, on n'a pas le temps d'attendre, j'imagine. Bien, c'est-à-dire qu'il y a des manifestations. On ne nous dit pas qu'on ne veut pas qu'il y ait de manifestations. On exige juste un encadrement. Et c'est cette question-là qui est en... Pour vous, Mais dans un contexte d'urgence, à travers le monde, on a des façons d'ajuster, de moduler les procédures d'adoption de textes législatifs. Il faut prendre en considération ce qui se passe sur le terrain. À votre question, Mme Dussault, de savoir est-ce que la loi a de fortes chances d'être invalidée, à mon sens, c'est à peu près 50-50. Il y a certainement des atteintes. Les mesures sont attentatoires aux libertés fondamentales d'expression, d'association. Maintenant, et c'est ce que je reproche à l'opinion exprimée par le bâtonnier du Barreau du Québec ce matin, c'est que la avant les amendements apportés au projet de loi. Il faut, en toute justice pour le bâtonnier, la version de la loi dont on discute maintenant est différente de celle qu'il avait. Sur l'article 16, c'est à peu près exactement la même version. Et l'étape d'analyse qu'il a omis, c'est qu'après avoir déclaré, constaté qu'il y a une limite à une liberté, il faut pondérer les intérêts. C'est pas juste les individus, autrement dit les manifestants, qui ont des droits ici. La société a des intérêts et dans un exercice pour savoir si la loi est constitutionnelle ou non, il y a un équilibre vous-même que l'objet de la loi ne portait pas sur l'encadrement des manifestations. C'est un des éléments du texte. Il y a quand même d'autres éléments ça devant les tribunaux, mesdames, messieurs. Il y a trop des zones grises. Mais M. Brunel, vous allez avoir le mot de la fin là-dessus à Québec. Oui, bien, encore faudra-t-il qu'on ait le temps de la contester, cette loi-là. Parce que dans les faits, elle a un délai assez limité. Évidemment, les tribunaux peuvent intervenir par procédure d'urgence, mais on peut deviner que ça va être contesté et contesté. Autrement dit, ça ne s'arrêtera pas à la Cour supérieure si jamais elle pouvait s'exprimer avant l'expiration de la loi. Merci. Alors, c'était fort intéressant, fort passionnant. Je pense qu'on n'a pas dit notre dernier mot. En tout cas, je n'ai pas posé mes dernières questions là-dessus. Merci, M. Brunel, d'être venu en studio à Québec. Je vous en prie. Merci, M. Beaulac, M. Ouimet. Merci, c'était fort intéressant. Bienvenue.